Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Psychologie de comptoir. Est-ce qu'en regardant une série, un film ou une saga, ça vous est déjà arrivé de n'avoir envie de dire qu'une seule chose? Mais putain, qu'est-ce qui t'est arrivé, personnage? Pardon? De ne pas comprendre comment un personnage peut s'être légitimement retrouvé ici par rapport à son histoire, sa psychologie ou autre? Moi, oui. Si vous vous souvenez bien, dans le premier épisode, je vous ai parlé de la psychologie des personnages, mais aussi de leur évolution. À vrai dire, si je me suis étendue sur la psychologie des personnages à la base de leur création, c'est surtout l'étape de l'évolution qui compte le plus. C'est celle qui sera là pour prouver que votre scénario tient bien la route. Lorsque vous regardez un film, posez-vous une question. Le début est-il toujours cohérent avec sa fin? Alors là, on va passer par un petit spoiler de Star Wars Le Réveil de la Force, donc on saute sur la notation si on ne l'a pas vu. Donc, je disais. Par exemple, je n'ai jamais vu un seul volet Star Wars à part le 7ème volet. Ah ouais, allez-y, j'assume. Du coup, là où tous les fans ont pleuré la mort d'Han Solo, j'étais plutôt... Ça peut paraître horrible aux fans, mais franchement, j'ai cru que Kylo Ren allait épargner son père dont il rêve de la mort tout le putain de film. Alors oui, je suis désolée pour Han Solo qui, pour une fois, n'a pas tiré le premier, mais dans l'évolution de Kylo Ren, ça ne pouvait pas être autrement. Alors c'est assez rare de trouver des gros défauts d'évolution de personnages dans les films, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des scénaristes et réalisateurs sont des gens passionnés. Même sur des productions à gros budget, on se retrouve avec des réalisateurs comme James Cameron, Joss Whedon, Quentin Tarantino ou encore Peter Jackson qui sont des cinéastes dès leur première heure. Et des passionnés sur des grosses productions, on en a beaucoup et ce depuis longtemps. La deuxième raison est que ces défauts peuvent être justifiés par le genre de son film, comme la comédie, l'épouvante ou le mystère par exemple. Enfin, des twists dans le scénario peuvent dévier un personnage de sa nature et le rendre différent, mais là encore, le changement brusque est justifié par un changement de l'histoire. On n'a pas les mêmes ambitions quand on vit dans une banlieue riche que quand on se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Mais l'erreur étant humaine, ce genre de défaut existe et parfois dans vos films préférés. Et là, deux exemples me viennent en tête, Le Magasin des Suicides et Torchwood. Alors oui, là on est sur deux choses totalement différentes, mais bon, au moins on voit que tout y passe, non ? Allez, on passe à une présentation brève des deux œuvres qui restent malgré tout un film et une série que j'ai plutôt apprécié. Le Magasin des Suicides est un film d'animation d'humour noir de Patrice Lecomte racontant sur un fond de comédie musicale l'histoire de la famille Tuvache dont le budget principal est la vente de produits pour se donner la mort. Torchwood, quant à elle, est une série de Russell T Davies, spin-off de la très célèbre série Doctor Who, racontant l'histoire de la société secrète Torchwood créée par la reine d'Angleterre afin de lutter contre les menaces extraterrestres. Les deux ne vous sont certainement pas inconnus, mais j'aimerais du coup souligner des défauts dans l'évolution de leurs personnages, notamment la mère Tuvache et Gwen Cooper. Du coup, pour le bien de cette émission, on va bondir à la fin du film et à la saison 4 de Torchwood. Et bien entendu, pour ne pas vous perdre, on va analyser Le Magasin des Suicides, puis Torchwood, puisqu'il sera plus facile de résumer un film que de résumer une série. Alors, en résumé, Lucrèce Tuvache accouche d'un petit garçon gentil, heureux et qui redonne l'espoir aux clients du commerce nommé Alan. Pas le commerce, hein, l'enfant. Il devient le vilain petit canard de la famille bien que son comportement commence à influencer celui de ses proches. Les parents commencent à regretter leurs actes sans pour autant en démordre, sa sœur Marilyn commence à se sentir belle et à s'éloigner de la mort, et son frère Vincent, bah on s'en fout, c'est une plante verte depuis le début. Enfin non, mais déjà analyser une erreur d'évolution va me paraître assez long. Bref, cependant l'activité de la boutique ne cesse pas pour autant. Au contraire, toujours dans leur ligne, la famille Tuvache continue son commerce, ce qui, pour le moment, reste assez logique. Jusqu'au moment où Alan détruit la boutique dans son entièreté grâce à des énormes enceintes qui font vibrer le magasin et font tomber les produits de leur étagère. La mère, furieuse, attrape son vilain garnement et, grâce à l'aide de Vincent, arrive à éteindre la musique. Mais il est trop tard, le magasin est déjà ravagé et il n'y a plus rien à sauver. Lucrèce est en colère, et à juste titre. Mais face au bonheur de sa fille, son futur mariage et le fait que le gendre veuille bien nettoyer tout en chanson, la mère est heureuse, envisage de faire une crêperie et pardonne tout à son fils.
Non mais allô, son fils vient de détruire un commerce de toute une vie, des potions faites avec soin, des objets d'une valeur inestimable, et elle, tranquillou dans son slip, elle est contente. C'est quoi, elle s'est dit que c'était le bon moment pour une reconversion professionnelle? Alors je sais que c'est pour le happy ending, ressortir de ce côté sombre de l'œuvre. Mais à la rigueur, je suis plus accrochée au personnage de Mishima que celui de Lucrèce. Mishima pète littéralement les plombs face à ce qui est arrivé à sa boutique, et c'est le suicide de son fils qui est le déclic de toutes les choses horribles qu'il a pu faire ou vendre. La chute, lol, de tout ça, c'est bien entendu la blague de son fils qui, le faisant rire et voir le monde de manière plus colorée, le font changer d'avis sur le fond de son commerce. Même si, à la fin, il vend une dernière crêpe suicide à un client régulier. Oui, dire client régulier c'est bizarre, mais ce mec se loupe au moins 5 fois sans rire. Bref, même si Mishima a changé face à la mort et à sa thérapie, il reste quand même attaché à son commerce comme l'ont été ses ancêtres. Lucrèce, elle, n'est plus à sa place. Elle aurait dû péter un câble, punir son fils ou réagir comme son mari en quelque sorte. Mais non, son comportement est désamorcé par je ne sais quel miracle de la vie. Mais bon, malgré tout, j'ai apprécié le film. Il est bien écrit et même si le happy ending arrive un peu trop tôt pour la mère Tuvache, l'humour est bien dosé, la relation entre la mort et le sens de la vie est là pour vous foutre les boules mais toujours désamorcée au bon moment, et une fin qui vous dit que la vie c'est cool. Au final, le film dans sa globalité est bon et le changement de Lucrèce n'est pas gênant, contrairement à... Alors on va prendre Torchwood à partir de la saison 3 pour analyser le personnage de Gwen Cooper, car je pense que c'est à partir de là qu'on peut voir le changement radical du personnage. Alors rappel ou non pour cette saison 3, un extraterrestre arrive sur Terre pour demander un sacrifice de 10% de la population mondiale d'enfants. Ce monstre était déjà venu en 1965 et avait été à l'origine du sacrifice de 12 enfants. Cependant, la population d'enfants grandissante, le nombre d'enfants à sacrifier devient énorme. Dans la bataille, Torchwood, déjà amoché par de nombreuses pertes dans leur équipe, doivent faire face à un défi de taille, libérer les enfants des pattes du gouvernement. D'ailleurs, on fera au passage un petit coucou au deuxième docteur qui ici n'est pas docteur du tout. Seule solution, le sacrifice du petit-fils de Jack Harkness. Ce dernier, bouleversé et ravagé, décide de quitter la Terre après avoir fait ses adieux à Gwen et à son mari. Gwen se réfugie dans une maison en bord de côte puisque Torchwood devient l'ennemi numéro 1 et qu'elle est donc fugitive. Quant à la société, elle disparaît. Sauf que... La saison 4 décide de les ramener sur le tapis avec un agent de la CIA, oui, aux États-Unis donc, car la population américaine cesse brusquement de mourir. Cette situation se produit également en Europe en rendant brusquement Jack Harkness mortel. À vrai dire, je vois pas vraiment d'explication pour ce choix. Torchwood est une société secrète anglaise pour protéger l'Angleterre des ennemis de la royauté. Pourquoi les exporter aux États-Unis ? Aucune idée. Ce même agent du CIA, appelé Rex, va retrouver Gwen et oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ne nous suivez pas, n'essayez même pas. Vous allez nous foutre la paix, ok ? Franchement, j'ai pu regarder que 2 épisodes de la saison tellement j'en avais marre de Gwen. Alors pour rappel, Gwen est présentée comme une femme sensible, attentive aux gens, calme et toujours dans la délicatesse. Elle est à l'opposé de Jack Harkness qui, lui, ayant vécu bien plus longtemps qu'elle, sait se montrer objectif dans certaines situations, le bien de tous avant le bien de chacun. À la fin de la saison 3, elle est émue par son départ, le supplie de rester car elle aussi a beaucoup perdu dans les batailles où ils ont mutuellement survécu. Et bien qu'elle le laisse partir, on voit qu'elle reste elle-même, non ? Non ? Non! On était là, on connaît la fin. Non! Putain, je vous jure que ce personnage hurle tout le fucking temps. C'est désagréable, merde! C'est quoi le DTA? Vous êtes qui? Contentez-vous de répondre, c'est quoi le DTA? Acide éthylène diamine tétracétique. Et c'est quoi ce machin? Comment est-ce qu'on peut en fabriquer une? Oh, toi, tu la fermes! Dani, faites le tour des ordinateurs portables et trouvez des piles à combustible, grouillez-vous! Plus vite que ça, Dani, c'est pas vrai! Du nez! Autant qu'elle hurle après les connards qui la séparent de sa fille, scène que je trouve extrêmement forte d'ailleurs, je peux comprendre, ça fait un petit rappel de la saison 3, mais là, stop! Oh, et puis le côté maman tendre, émotive et... Et what? Boy, that escalated quickly. Oh, et puis merde, est-ce que j'ai besoin de vous faire comprendre à quel point c'est nul? Il n'y a que 6 mois qui séparent la fin de la saison 3 et le début de la saison 4, et aucun comportement qui justifie sa mauvaiseté, son insensibilité, ou tout simplement son ressentiment envers tout ce qui bouge. Qu'elle en veuille à Jack Harkness car il l'a abandonné de manière égoïste, oui, mais qu'elle en veuille à la Terre entière, non. Bon, je dois avouer que les personnages, c'est ma passion. On n'avait pas remarqué.
Du coup, pour moi, le lien entre un personnage et son histoire doit être parfait ou presque. Et d'ailleurs, les défauts d'évolution ne sont pas forcément liés à un budget. J'ai déjà vu des téléfilms avec une évolution de personnage assez sympathique, tout comme j'ai pu voir des films à gros budget avec des erreurs d'évolution aussi gros que ma planète. Le gros problème de cette saison 4 au final, c'est ce personnage de Gwen auquel on n'arrive plus à s'attacher, mais aussi à ces deux nouveaux personnages qu'on vous impose d'apprécier. On les intègre à Torchwood, on les met dans des situations d'émotions intenses, on vous raconte leur histoire, bref, on est là pour remplacer ceux qui ont disparu. Ça aurait pu marcher si c'était des personnages qui avaient été introduits avant ou qui se sont lentement greffés à la série, comme dans Supernatural avec Castiel ou Crowley. Mais l'imposer dès le début d'une saison, c'est un énorme coup de poker. Bref, ces deux erreurs cumulées, à savoir un personnage chiant et deux personnages Joseph, erreurs extrêmement courantes dans des séries à petit ou gros budget, rendent la série difficile à apprécier. D'ailleurs, ce genre de modification dans une série due à la disparition d'un ou plusieurs acteurs, d'un changement de localité ou encore d'un changement d'intrigue, vous donnera souvent la sensation que les épisodes s'allongent. J'en parlerai certainement dans un autre épisode car là, on s'éloigne de notre sujet. Bon, des erreurs d'évolution de personnages, ça peut arriver. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Depuis combien de temps la série existe-t-elle? Dans le cas d'un film, combien de temps son tournage a-t-il duré? Est-ce que les acteurs-actrices qui jouaient les personnages étaient disponibles ou, tristement, encore en vie? Est-on face au travail d'un seul réalisateur, scénariste, producteur, etc., etc. Il ne faut pas oublier que travailler sur un long métrage, ça peut prendre des mois, voire des années avant d'avoir un film monté et fini. Et les séries, n'en parlons pas. Il est évident que des choses vont se contredire un jour, un élément qui vient pimenter la vie du personnage mais qui ne va pas avec un élément de son passé. Et plus la production dure dans le temps, plus les erreurs peuvent venir s'accumuler. Les meilleurs exemples restent les soap-opéras comme Plus belle la vie en France ou Les Feux de l'amour aux USA, des séries qui existent depuis longtemps et qui ont un nombre d'épisodes à vous en faire exploser le cerveau. Regardez l'épisode 1, regardez l'épisode 11254 et osez me dire que vous comprenez comment Jack Abbott en est arrivé là où il en est. À vrai dire, j'ai du mal à conclure cet épisode. J'ai aucune idée. À la fois, j'aimerais vous dire que écrire une série ou un long métrage, c'est compliqué et que l'erreur est humaine. Je pense qu'on met un peu, voire beaucoup de pression sur les épaules de réalisateurs qui ont fait de très bonnes premières œuvres et qu'une erreur ou un aspect esthétique ou scénaristique un peu trop redondant ne sont pas permis. D'un autre côté, je ne veux pas que ça soit une justification à tout. Certains films sont mal écrits parce que les scénaristes sont mauvais, d'autres ont eu des problèmes sur leur tournage, et certains ne dépendent que de votre avis. Pour revenir à ce que je disais sur Star Wars Le Réveil de la Force, mon point de vue de personne n'ayant jamais vu la saga était neutre, contrairement à un fan du monument cinématographique. Mais avant de critiquer un film pour un personnage que vous trouvez mauvais, posez-vous cette question. Où est-ce que ça merde? Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode. Je vous rappelle que mon analyse est subjective et que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. L'épisode 3 est en cours d'écriture, mais au cas où, je vous souhaite par avance de très bonnes fêtes. Profitez bien, bon baiser! Elle était nulle cette réplique?